Le 21 mars 2023, à Park City dans l'Utah, débute le procès de l'actrice Gwyneth Paltrow. Elle est poursuivie en justice par ce monsieur qui s'appelle Terry Sanderson, non pas pour avoir commercialisé une bougie parfumée à l'odeur de son vagin, non, mais parce qu'elle l'aurait percuté sur une piste de ski en 2016. Et c'est pas parce que Gwyneth, elle est riche et célèbre qu'elle est au-dessus de la loi, non mais oh. Terry dit souffrir aujourd'hui encore des conséquences de cet accident et il réclame à la star 300 000 $ de dommages et intérêts. Mensonge et calomnie, s'écrie Gwyneth Paltrow. Non seulement elle n'a pas percuté Terry Sanderson, c'est faux, mais en plus, c'est lui qui lui est rentré dedans. Et paf, elle l'attaque à son tour en justice, elle lui demande $1 symbolique, parce que bon, elle a quand même pas besoin de thunes, et elle lui demande également de payer les honoraires de ses avocats, parce que faut pas déconner non plus. Après plusieurs semaines avec des histoires plutôt sombres, on part aujourd'hui sur un procès beaucoup plus chill, mais néanmoins sérieux. Ce procès a été la saga du printemps 2023 aux États-Unis. Les Américains ont suivi ça comme si c'était une télé-réalité et les avocats l'ont bien compris. Et bon, vous voulez du spectacle ? On va vous donner du spectacle. C'est les États-Unis ou c'est pas les États-Unis ? Terry Sanderson a-t-il vraiment été percuté par Gwyneth Paltrow ou est-ce qu'il voulait juste trouver une façon de se rapprocher de l'actrice et peut-être de devenir célèbre à son tour ? C'est ce qu'on va tenter de déterminer ensemble aujourd'hui. Alors quand vous êtes prêts, entrez, prenez votre place habituelle sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? C'est un procès qui est un petit peu différent d'habitude, puisqu'ici on n'est pas dans un procès criminel, on est dans un procès qui est au civil. Alors c'est globalement les mêmes règles que d'habitude quand même, mais il y a quelques petites différences. Par exemple ici il n'y a pas de procureur, puisque ce sont deux parties privées, donc qui ont leurs propres avocats, ou encore les accusés n'étaient pas obligés d'être présents tous les jours. D'ailleurs Terry Sanderson n'était pas présent au tribunal tous les jours, contrairement à Gwyneth Paltrow qui a tenu à être là tout le long du procès. Comme ils ont porté plainte l'un contre l'autre, tout va être jugé en même temps, donc le rôle des jurés ici c'est pas seulement de déterminer coupable ou non coupable, en fait ils ont un formulaire à remplir pour dire qui a fait du tort à qui, et dans quel pourcentage, et quels sont les dommages qui correspondent à ce pourcentage. Donc ils peuvent très bien estimer que personne n'est coupable et leur attribuer 0% de responsabilité, ils peuvent dire que tous les deux sont coupables chacun à 50-50, ou répartir le pourcentage de faute de n'importe quelle autre manière, l'important c'est juste que ça fasse 100% au final, parce que les maths c'est important. C'est un procès que je vais traiter d'une manière un petit peu différente de d'habitude parce que je dois vous avouer que ce procès, je l'ai trouvé extrêmement chiant. Je pensais qu'en regardant j'allais me prendre au jeu, que peut-être il y avait un truc effectivement un peu télé-réalité, et ben non. C'est vraiment une histoire banale qu'aurait été réglée en 2-2, soit dit en passant, par Julien Courbet. Je propose que la prochaine fois, on envoie Julian Courbet aux Américains, comme ça réglera le problème plus vite. Je me présente, je suis Julien Courbet, monsieur. Et si on enlève Gwyneth Paltrow et le fait qu'il y ait une star en fait dans cette équation, franchement ce procès perd absolument tout intérêt, même s'il y a des journalistes qui ont raconté que non, pas du tout, ils ne s'intéressaient pas à ce procès pour Gwyneth Paltrow, mais parce que c'était trop intéressant, cette histoire qui met en lumière l'importance de la réglementation sur les pistes de ski. Bon. Mais restez là parce qu'il y a quand même des aspects hyper intéressants dans cette histoire, et je vais vous les raconter. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le fait qu'il y ait la présence d'une star et donc des caméras, des journalistes, eh ben c'est devenu un vrai show de tous les côtés ce procès, c'est un véritable délire. Tout le monde s'est lâché pendant ce procès, que ce soit les avocats, les viewers, parce que oui, ce procès était diffusé en streaming, en live sur YouTube, et même les témoins. Je vais vous résumer quand même les thèses de l'accusation et de la défense, mais je vais le faire relativement rapidement, parce qu'honnêtement c'est pas le plus important, à mon sens en tout cas dans ce procès, et je vais ensuite vous parler de l'impact de la présence des médias, et de pourquoi un procès qui aurait dû être complètement banal est devenu un véritable show. Et vous allez voir à quel point, je vous jure, vous êtes pas prêts. Mais d'abord laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé avant le début du procès. En 2016, Gwyneth Paltrow s'offre une petite parenthèse loin d'Hollywood et du monde du business puisqu'elle est aussi chef d'entreprise. Elle a créé une marque qui est tournée vers le bien-être et le dev perso et qui s'appelle Goop et qui vend différents produits, dont, vous l'avez compris dans l'intro, une bougie parfumée à l'odeur extrêmement intime.
Elle embarque donc ses enfants Apple et Moises pour un beau séjour au ski et ils sont accompagnés par un instructeur, par un prof de ski qui s'appelle Eric Christiansen. Le ski, c'est une activité qui est très importante aux yeux de Gwyneth Paltrow puisque c'est quelque chose qu'elle partageait avec son père qui est décédé prématurément quand elle avait 30 ans et donc c'est particulièrement important aujourd'hui pour elle de le transmettre, cette activité, cette passion à ses enfants à son tour. C'est une belle journée ensoleillée, Gwyneth, Apple et Moises sont en train de dévaler une piste tranquillement quand soudain un accident a lieu entre Gwyneth et un homme. Il s'appelle Terry Sanderson et lui il était en train de skier avec un groupe d'amis. Après le choc, Gwyneth elle a mal au dos, elle a mal aussi à un genou sur lequel elle a déjà été opérée, mais globalement elle est ok. Terry lui qui a 70 ans à ce moment-là, il encaisse beaucoup moins bien cette collision, il a 4 côtes cassées et il est transporté à l'hôpital. Dans les années qui suivent, Terry Sanderson va contacter à plusieurs reprises les équipes de Gwyneth Paltrow. Il explique qu'elle est responsable de cet accident, que c'est inadmissible, qu'il a des séquelles vraiment très importantes, je vais vous expliquer lesquelles juste après, et il lui réclame à la base plusieurs millions de dollars. Il n'obtient pas gain de cause et en 2019, il va déposer plainte une première fois contre Gwyneth Paltrow en disant qu'elle lui a foncé dessus, puis qu'elle l'a laissé comme une vieille merde sur la piste, inconscient. Avant de se barrer, il demande à ce que cet accident soit traité comme un hit and run, c'est un délit de fuite. Vous savez, c'est comme si elle lui avait foncé dedans en voiture et qu'elle s'était enfuie juste après. C'est comme ça qu'il veut que soit caractérisé cet accident par la justice. Il dit donc que l'actrice s'est barrée directement après le choc, qu'il était inconscient, que c'est le prof de ski de Gwyneth, Eric Christiansen, qui est resté avec lui le temps que les secours arrivent, mais alors en lui hurlant dessus tout le long. Et il va même aller jusqu'à suggérer qu'Eric Christiansen aurait falsifié son rapport de l'accident pour couvrir les fesses de Gwyneth Paltrow parce que c'est une cliente riche, elle paye bien, donc ce serait mieux qu'elle revienne. Terry Sanderson va même organiser une conférence de presse pour raconter sa version des faits, dans laquelle il va expliquer qu'il a entendu un cri similaire, je cite, à celui de King Kong, donc il compare dans la presse Gwyneth Paltrow à King Kong, avant d'être percuté par l'actrice. Il a des séquelles, je vous l'ai dit, et il réclame à ce moment-là à la star 3,1 millions de dollars pour les dommages physiques et émotionnels. On savait que Terry Sanderson avait eu 4 côtes cassées au moment de cet accident, mais il dit désormais qu'il a aussi eu une importante commotion cérébrale, et que cette commotion, c'est surtout ça en fait qui lui a laissé des séquelles. Il dit qu'il a une sorte de blessure au niveau du cerveau, qu'il a changé de personnalité depuis cet accident, il est devenu irritable, il est devenu colérique, il peut plus rien faire, il est extrêmement diminué, il a d'énormes problèmes de mémoire. Bref, les conséquences de cet accident, c'est surtout ça pour lui, c'est là-dessus qu'il s'appuie. Il a quasiment, c'est ce qu'il dit, changé de personnalité depuis cet accident. Il y a un premier juge qui va étudier cette plainte, qui va estimer que le dossier tient pas très bien la route, que non, on peut pas dire qu'il s'agit d'un délit de fuite, et que les dommages émotionnels, ça rentre pas dans le cadre de la loi dans ce cadre précis, donc Terry n'est pas autorisé à poursuivre pour ça. C'est pour ça que quand le procès débute, Terry ne réclame plus 3 millions de dollars, mais 300 000, puisqu'il n'est autorisé à poursuivre que pour les dommages physiques. Globalement, les deux parties sont ok pour dire qu'il y a eu un accident, là-dessus ils sont d'accord. Gwyneth Paltrow, elle ne nie pas que Terry Sanderson a bien été blessé au moment de cet accident, ça y a pas de souci. En revanche, elle dit que ce n'est pas elle qui a créé l'accident, mais que c'est bien lui qui lui a foncé dedans. Il y a une règle en montagne, c'est que le skieur qui est le plus bas sur la piste a la priorité, donc l'enjeu ici, ça va être de déterminer qui à ce moment-là était le plus haut sur la piste, puisque c'est forcément cette personne-là qui était responsable. Terry Sanderson est un homme brisé, profondément transformé par sa terrible rencontre avec Gwyneth Paltrow. Il a dû réduire drastiquement ses déplacements, sa vie n'est plus celle qu'elle était depuis cet accident de ski. Non, Terry n'attaque pas cette femme parce qu'elle est connue, lui il s'en fout complètement, ce n'est pas un rat de star, ça ne l'intéresse pas du tout la célébrité, lui ce qu'il veut, c'est obtenir justice. Gwyneth Paltrow, c'est une femme riche et puissante qui se croit tout permis au point d'avoir déclenché un accident de ski, d'avoir abandonné un homme inconscient au milieu de la piste, et en plus elle a le culot de croire qu'il n'y aura pas de conséquences pour elle. Et vous savez pourquoi elle a contre-attaqué Terry ? Parce que la seule conséquence pour elle de cet accident qu'elle a créé, ne l'oublions pas, c'est que ça lui a fait perdre du temps et du coup elle a loupé un rendez-vous de massage. Et c'est ce massage raté qu'elle essaye aujourd'hui de faire payer à ce pauvre Terry Sanderson. Voilà le genre de femme à qui on a affaire, mesdames et messieurs les jurés. Un ami de Terry Sanderson qui était présent ce jour-là et qui s'appelle Craig Ramon dit qu'il a tout vu de l'accident et il va venir à la barre pour expliquer ce dont il a été témoin. Tell him what you saw. Well, we were skiing down the bend, down the run,
and then I heard this yell, this scream, and then I looked over, and then about maybe 1 or 2 seconds, and then I heard the scream, and then I see this skier just slam into the back of Terry, and she just slammed him. How hard? Very hard. Very hard. And so Terry, she hits him right directly in the back, and so then his skis are like, when you're skiing like this. His skis actually, the tips go out like this, and he falls face down. So he's kind of spread eagle, and he goes face down, and Gwyneth's on the top of him, and they go down like this, and then Gwyneth hits him, and then bounces off and slides to the right about 5 or 10 feet. Et puis les filles de Terry vont également témoigner en sa faveur et raconter à quel point leur père a changé depuis cet accident. Ce n'est plus le même homme, il est diminué physiquement, il est diminué mentalement et il peut plus faire autant d'activités qu'avant, il se met en colère hyper facilement, il est devenu très irritable. C'est vrai, ce n'est plus la même personne. He gets really caught up in details and connections. He gets frustrated and angry. It's really hard. It was an awful, awful experience, and I have never known my dad to raise his voice or scream or belittle or do those sorts of things. It was just very uncharacteristic of him. Terry lui-même va venir raconter sa version des faits à la barre. Everything was great, and then I heard something I've never heard at a ski resort, and that was a blood-curdling scream. Just, I can't do it. It was, and then, boom. Il va aussi évoquer pendant son témoignage le fait qu'il est tellement diminué depuis cette histoire qu'il a un peu été obligé de rompre en fait avec sa petite amie parce qu'il voulait qu'elle soit heureuse et qu'il sentait que lui n'était plus en capacité physiquement, émotionnellement, etc. de lui apporter ce dont elle avait besoin. Il ne pouvait plus lui apporter ce bonheur et aujourd'hui il est célibataire à cause de ça. After 8 months, I had to tell her to leave. I said, I'm not asking her, I'm telling her you gotta leave. And I said, I'm not sure I'm going to get back to normal again. And I don't want you to feel like that I'm a crippled vet and you're going to stick it out with me, because I know you would. Half a brain or whatever. I know you would. But don't do it. You need your life. You run right now. Bon, ça c'est la version de Terry Sanderson et ses avocats, version avec laquelle, évidemment, vous vous en doutez, Gwyneth Paltrow n'est absolument pas d'accord. Déjà, il faut bien se rendre compte que Gwyneth Paltrow, c'est une femme qui est très occupée, qui est blindée, elle est multimillionnaire, et son temps coûte extrêmement cher. Pourquoi ces avocats nous expliquent ça? Parce qu'ils nous disent que ça aurait été 1000 fois plus simple pour Gwyneth Paltrow de trouver un accord en fait avec Terry Sanderson plutôt que d'aller jusqu'au procès. Elle lui aurait filé une somme qui lui l'aurait satisfait. Elle, ça aurait pas eu un énorme impact vu l'ampleur de sa fortune. Donc c'était une solution bien plus simple, mais c'est pas l'exemple qu'elle veut donner à ses enfants. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui devant vous, c'est pour ça qu'elle a bloqué son temps précieux pour être présente et faire éclater la vérité. Parce que non, Gwyneth Paltrow ne contre-attaque pas pour une histoire de massage. Allons. Des massages, elle en a quand elle veut, Gwyneth, évidemment que ça n'a pas d'impact sur sa vie. Ce que lui a fait perdre cet accident, en réalité, c'est une demi-journée en compagnie de ses enfants, du temps précieux, de qualité, en famille, et ça, y a aucun tribunal qui pourra lui rendre. Et puis n'oublions pas que ça fait 7 ans que Monsieur Sanderson pourrit sa réputation dans la presse, et ça, c'est non. Non seulement elle n'est pas responsable de cet accident, mais en plus c'est faux, évidemment qu'elle n'a pas laissé Terry inconscient sur le bord de la piste. Elle a laissé ses coordonnées et elle s'est assurée que quelqu'un, en l'occurrence Eric Christiansen, restait avec lui le temps que les secours arrivent et elle a rejoint ses enfants, elle allait quand même pas laisser ses enfants tout seuls. D'ailleurs, en dehors de Terry et de son pote Greg, personne n'a vu Terry inconscient, à aucun moment. Même lui, il a changé plusieurs fois de version à ce sujet. You did tell people it varied over time. First a few seconds, then 5 minutes, then 10 minutes. You did that, right? Do you disagree? Yes, it did vary. And why did you do that? Why would you say, I don't know, then it's a few seconds, then it's 5 minutes, and then you told your psychiatrist at the VA it was up to 10 minutes long? Why did you change?
I had no idea, and I was searching. I really had no idea, and I was trying to answer. I sometimes make that mistake at guessing, but I really didn't know. L'accusation a fait faire des animations 3D pour reconstituer ce qui s'est passé ce jour-là selon la version de Gwyneth, parce que bon bah oui, c'est quand même le procès de Gwyneth Paltrow, donc il y a du budget. Elles reprennent aussi la version de Craig Ramon et elles montrent qu'il n'a pas pu, contrairement à ce qu'il dit, voir cet accident. Il y a aussi un expert en ingénierie biomécanique qui est venu expliquer pourquoi la version racontée par Gwyneth Paltrow, elle était cohérente et scientifiquement démontrable, contrairement à celle de Greg Ramon, l'ami de Terry qui dit avoir tout vu. D'après l'expert, ce qu'il raconte n'est pas scientifiquement démontrable, ça ne tient pas la route, c'est pas possible. For Mr. Ramon's version, I couldn't get it to work. It doesn't match with the laws of physics. Les filles de Terry qui sont venues témoigner, vous savez qu'il y en a que 2 sur 3 qui sont là? Vous savez pourquoi elle est pas là, la dernière? Eh bien parce qu'elle a une très mauvaise relation avec son père qu'elle a décrit comme un homme abusif et elle n'a pas souhaité venir témoigner en sa faveur. D'ailleurs, les avocats de Gwyneth Paltrow vont ressortir les SMS d'une de ses autres filles, une de celles qui est venue témoigner, qui est datée d'avant l'accident, dans lequel elle se plaint du caractère vraiment difficile de son père, pour montrer, grosso modo, que Terry Sanderson était déjà chiant avant son accident. C'est la théorie, l'argument des avocats de Gwyneth. Bon, et qu'en est-il de cette histoire de commotion cérébrale? Parce que c'est surtout là-dessus que Terry insiste, il dit qu'il a changé de personnalité, rappelons-le, sauf que y a rien qui prouve qu'il a effectivement eu une commotion cérébrale au moment de cet accident. D'ailleurs, la secouriste qui est arrivée en premier sur les lieux, elle a témoigné au procès en faveur de Gwyneth Paltrow, en expliquant que quand elle est arrivée auprès de Terry Sanderson, elle a fait un peu un état des lieux, elle lui a posé une série de questions, justement pour checker les risques de choc au niveau de la tête, et qu'il n'y avait aucun signe de commotion cérébrale. Il y a aussi plusieurs médecins qui vont passer à la barre pour expliquer que vu le choc, la vitesse à laquelle ils allaient, etc., il y a probablement pas eu de commotion cérébrale et que si vraiment il y en avait eu une, elle peut pas être assez importante pour avoir déclenché les symptômes que décrit Terry. D'ailleurs, parlons-en de ces symptômes. Terry Sanderson dit avoir de gros problèmes de mémoire, mais bizarrement, pendant le procès, à aucun moment, il va montrer de troubles de la mémoire. Il a aucune difficulté pendant son témoignage à se rappeler de ce qui s'est passé, alors que c'était quand même il y a 7 ans. Il dit, et il insiste là-dessus, qu'il est diminué physiquement, qu'il peut plus faire tellement d'activités, mais depuis 2016, Terry a fait plus de 10 grands voyages dont il poste les photos sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pas du tout cohérent avec l'état décrit par Terry, parce que si on l'écoute, on a l'impression qu'il est complètement cloîtré chez lui, limite il est en fauteuil roulant, et en même temps, il a fait, je crois, un tour de l'Europe, donc ça n'a pas vraiment de sens en fait entre son discours et la réalité de ce que semble être sa vie. Voilà pour le résumé global de ce procès, je vous l'avais dit, c'est assez rapide, mais c'est parce que, encore une fois, c'est pas ça qui est le plus intéressant dans cette histoire. Le plus intéressant de tout ça, à mon sens en tout cas, c'est comment et pourquoi c'est devenu mais un bordel phénoménal, vous allez voir, juste parce que ça impliquait une star et donc il y avait des journalistes présents. Déjà, il y a eu plein de problèmes avec les journalistes présents et beaucoup de rappels à l'ordre de la part du juge parce que les journalistes ne respectaient pas les consignes du tribunal. Ils arrêtaient pas en fait de filmer Gwyneth Paltrow juste pour voir ses réactions et tout, même quand il y avait aucune raison de la filmer. Certains la poursuivaient jusqu'à sa voiture après le tribunal pour essayer d'obtenir une déclaration, donc à chaque fois ses avocats venaient s'en plaindre au juge, donc ça évidemment ça a été une énorme perte de temps qui a fait traîner ce procès. Au moment où un des avocats de Gwyneth Paltrow essaye de faire dire à une des filles de Sanderson que oui, son père il était déjà hyper chiant avant cet accident, il va un petit peu insister, il est pas hyper sympa avec elle, c'est vrai. Il y a une pause, et à son retour, il tient à s'excuser. Alors c'est probablement plutôt parce que ça la fout un petit peu mal devant les jurés, mais enfin bon, il veut s'excuser quand même, sauf qu'il le fait comme ça. I need to apologize. I was being an ass earlier. You are. It was wrong for me to triangulate you, your dad, and your sister, and your mom. And I ask for your forgiveness. C'est un langage qui est globalement pas très courant dans les tribunaux, surtout de la part des avocats. D'ailleurs, lui-même, il en rigole. On sent qu'il tente un truc un petit peu osé, voilà, il se lâche.
Est-ce qu'il aurait fait ça sans les caméras? Honnêtement, je pense pas. Du côté de Terry Sanderson, y a un de ses avocats qui lui va essayer de faire dire au prof de ski Erik Christiansen qu'il a crié sur Terry Sanderson, ce que nie Erik Christiansen qui dit mais non mais moi je crie pas, on ne crie pas sur les pistes, et il va insister l'avocat. The other students go another direction. You never raise your voice at Deer Valley, is that your policy? If I raise my voice, I lose my voice very quickly. I can't yell. But no, I don't go around yelling all over the resort. I didn't say that. I just said, do you ever yell once at a student who might be too far away from your group and you want them to come back? No, they can't come back. If they're below you, you have to go to them. They're not going to come up the hill. You can't say, hey, come back over here, Bill. Oh, I might. If they're just across the run, I will say things like that. But I'm not yelling. You're whispering or No, I'm talking in a normal voice. Jusqu'à ce que son témoin lui dise ceci. This is getting a little silly, don't you think? Là encore, c'est pas un truc hyper fréquent qu'un témoin fasse remarquer à un avocat que ses questions sont un peu de la merde. Je vous l'ai dit, ce procès il a été diffusé en live sur YouTube, c'est de plus en plus le cas pour les gros procès notamment. Et pendant le procès, il y a eu tout un débat sur le fait que Terry disait ne pas connaître Gwyneth Paltrow, il savait pas qui c'était en fait avant de se renseigner, que non, c'est pas du tout parce que c'était une star qu'il s'est attaqué à elle, absolument pas. Et les avocats de Gwyneth Paltrow vont répéter plusieurs fois qu'il y a un message qui existe sur un forum, enfin c'était sur Meetup je crois, qui montre que Terry Sanderson savait très bien dès 2016 qui était Gwyneth Paltrow et que ça allait lui permettre de devenir célèbre, mais que malheureusement, il n'avait pas ce message. Mais ça, c'était sans compter les internautes. Parmi les viewers, il y en a un qui s'est dit « Attends, il vous faut ce truc-là ? Je vais vous le trouver, y a pas de problème. » Donc il a écumé comme ça internet, il a digué, il a sorti ce post, il l'a envoyé à l'équipe de Gwyneth Paltrow, qui dès le lendemain a pu demander au juge de l'ajouter comme preuve dans le dossier pour leur cliente. Donc le truc est carrément devenu un procès interactif. Pour soutenir Gwyneth, envoyez 1 au 8-12-12. Pour Terry, envoyez 2 au 8-12-12. Mais le pompon sur la garrigue dans tout ça, c'est le contre-interrogatoire de Gwyneth Paltrow par l'avocate de Terry Sanderson. Est-ce qu'elle est fan de l'actrice et que du coup elle était hyper impressionnée, ou est-ce que c'était une technique d'avocat pour tenter de déstabiliser Gwyneth Paltrow? Je ne sais pas. En tout cas, ça a donné des moments comme celui-ci. You were wearing goggles, a helmet. Yes. Okay, kind of looked like everybody else on the slope. That's always my intention. Okay. Probably had a better ski outfit though, I bet. I still have the same one. I just have one. Okay. On a aussi eu le droit à ça. You're not down here. May I ask how tall you are? I'm just under 5'10". Okay. I am so jealous. I think I'm shrinking though. You and me both. I have to wear 4-inch heels just to make it to 5'5". Well, so. they're very nice. Oh, thank you. Et ça continue avec ce moment qui personnellement m'échappe complètement, où l'avocate va lui demander si elle poursuit Terry Sanderson pour $1 symbolique, parce que un jour, Taylor Swift a aussi poursuivi quelqu'un pour $1 symbolique. Et elle va insister pour savoir si Gwyneth Paltrow est amie avec Taylor Swift. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle voulait des tickets pour le concert de Taylor? Je ne sais pas. Couple years ago in 2020, you didn't know anything about Taylor Swift's $1 symbolic damage lawsuit? I was not aware at the time. Are you good friends with Taylor Swift? No. You're not good friends with Taylor Swift? I would not say we're good friends. We are friendly. I've taken my kids to one of her concerts before, but we don't talk very often. You've never given Miss Swift personal, intimate gifts for Christmas? Your Honor, relevance, or I would like a bench trial? Well, she's just said that she wasn't friends with her, so I'm inquiring on that. Ask her about Oprah. I mean... Excusez-moi, vous en voulez encore? Mais y a pas de problème, tenez, regardez. And I'm assuming, and you're under oath here, that you're a good tipper. Yes. Okay, fantastic. I wouldn't expect anything less. And that was you screaming at him while he's on the ground still, right? I was yelling at him. Pretty loud, pretty forceful. I was pretty upset. Right? You're small but mighty. Actually, you're not that small. And you're not trained in accident reconstruction. Me? Yeah. No. Neither am I. All right. So,
Bon, et au milieu de tout ce bordel, il a quand même fallu qu'à un moment donné, les jurés se décident sur leur verdict. À votre avis, est-ce qu'ils ont estimé que c'était Gwyneth Paltrow qui était responsable? Est-ce que c'est Terry Sanderson qui est responsable? Est-ce que les torts sont partagés? Qu'est-ce que vous pensez que vous auriez fait à leur place? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve juste après pour le verdict. Was Gwyneth Paltrow at fault? No. Was Terry Sanderson at fault? Yes. Did Terry Sanderson's fault cause Gwyneth Paltrow's harm? Yes. What percent of the fault do you assign to Terry Sanderson? 100%. Pour les jurés, Terry Sanderson est donc responsable à 100%. Je pense qu'effectivement c'est le cas pour avoir regardé pas mal de procès, mais je me pose quand même toujours la question dans ces cas-là, dans quelle mesure est-ce que les jurés peuvent être objectifs en fait, puisqu'ils ont une star en face d'eux qui elle a été là tous les jours. C'est quelque chose qui a été très dit, très plébiscité dans les médias. Waouh, Gwyneth Paltrow, elle était même pas obligée de venir du tout, et elle est venue tous les jours, ça doit être une preuve de sa sincérité, alors que, enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que, bah oui en fait, c'est la base que tu viennes à ton procès, c'est pas parce que t'es une star que tu es au-dessus de ça. Alors certes elle était pas obligée de venir tous les jours, mais enfin bon, quitte à être coincée dans l'Utah, autant qu'elle soit présente. Je pense que ça l'a beaucoup servi, je pense que ça faisait partie de sa stratégie de venir tous les jours pour montrer à quel point elle était impliquée, alors qu'encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que parce que c'est une star, son temps devrait être plus valorisé que celui de quelqu'un d'autre. Je trouve pas que ce soit un truc de fou, mais bon, soit. Je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai énormément de mal à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour de ce procès. Nous on en a moins entendu parler, j'ai l'impression, en Europe, mais il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis ça a été un truc énorme, à peu près au même niveau, bon pas tout à fait, mais pas loin honnêtement, du procès de Johnny Depp et Amber Heard. Je trouve que, pour moi c'est complètement incompréhensible. Je vous l'ai dit, je m'étais dit peut-être qu'en regardant en fait le procès, je vais avoir ce truc un peu comme quand on tombe sur une télé-réalité un peu nulle et on sait pas trop pourquoi, mais on reste accroché et on a envie de savoir la suite et tout. Et non, vraiment pas du tout. Ça ne m'a pas fait ça. Et quand je vous disais que c'était un vrai show pour les Américains, c'est à tel point que la chaîne de télé HBO en a fait un documentaire de ce procès. On dirait que c'est une vanne, ce n'est pas une vanne, je vous le promets. He seemed very, very sure that what he was saying was the truth. She did not cause this accident. Terry Sanderson ran into her. I did not cause the accident. Ce documentaire s'appelle Gwyneth vs Terry, The Ski Crash Trial, et il est noté 5,7 sur IMDb, ce qui est bien mais pas top. Gwyneth au ski te semble si jolie, mais dans l'ombre se cache Terry Sanderson. Vers lui jouer un mauvais tour avec raison. Est-ce que vous comprenez cet intérêt autour des histoires sur les stars comme ça? Est-ce que vous comprenez qu'un procès, qui est quand même quelque chose de sérieux à la base, ça puisse devenir une espèce de pseudo-télé-réalité comme ça, et fasciner autant de gens? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you give a place. Baby, you should know you're never safe.